Mes parents m'ont emmené au lac quand j'avais 15 ans. Ils m'ont lancé une bouée à moitié gonflée en disant « Nage ou coule, petit ingrat. Prouve que tu vaux quelque chose. » Puis ils sont repartis à toute vitesse, musique à fond, en riant. J'ai failli me noyer 3 fois avant qu'un pêcheur ne me trouve. Les lèvres bleues, je lui ai dit que j'étais orphelin. Maintenant, j'ai 36 ans. Et ce matin, ils ont compris l'ampleur de leur erreur. Ils ont retrouvé mon numéro et ont commencé à appeler une 30aine de fois par jour. Mon téléphone ne cessait de vibrer. Ce matin, j'avais 20 appels manqués d'un numéro inconnu quand je suis sorti de la douche. D'abord, je l'ai bloqué. J'ai pensé que c'était du spam, comme souvent. Mais un message est arrivé, d'un autre numéro. Lawson, c'est ta mère. S'il te plaît, décroche. On a besoin de te parler. Je suis resté figé, les yeux rivés à ces mots pendant 5 bonnes minutes, mon café refroidissant à côté du clavier. 21 ans de silence, et maintenant ça. L'ironie ne m'a pas échappé, j'étais là, assis dans mon appartement, celui que j'avais mis tant de temps à pouvoir m'offrir, après être parti littéralement de rien, et voilà qu'ils refont surface. Écoute, il faut que je revienne un peu en arrière. Quand je dis aux gens que je n'ai plus parlé à mes parents depuis l'âge de 15 ans, ils pensent à une querelle d'adolescents, un désaccord religieux peut-être. Mais ce n'était pas ça. Ce qui s'est passé au lac, ce n'était pas un conflit. C'était une tentative de meurtre. J'étais un adolescent ordinaire, un peu insolent, dans cette phase où tout ce que disaient mes parents m'irritait. Mais qui ne passe pas par là à cet âge? Mon père, Sutton, s'emportait facilement. Il bossait dans le bâtiment quand il trouvait un chantier, buvait quand il n'en avait pas. Ma mère, Savannah, était plus sournoise. Le genre à te sourire tout en plantant la lame. Cet été-là, c'était particulièrement dur. Papa venait encore de perdre son boulot. L'argent manquait. Et moi, j'ai eu le malheur de demander si je pouvais aller en colonie de vacances comme mes copains. Ça a déclenché une semaine entière de reproches sur mon ingratitude, sur tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi. Puis est arrivé ce fameux samedi. Maman m'a réveillé d'humeur étonnamment joyeuse. On va au lac aujourd'hui. Journée en famille. Je me souviens avoir été à la fois méfiant et plein d'espoir. Peut-être qu'il faisait un effort. Peut-être que les choses allaient enfin s'améliorer. Le lac se trouvait à environ 1 heure de route. Ce jour-là, il n'y avait presque personne. Le ciel était gris, menaçant. On s'est garé dans un coin isolé. Papa a sorti une vieille chambre à air du coffre, à moitié dégonflée. À peine capable de flotter. Je me souviens de lui en train de me la lancer pendant que maman attrapait la glacière, que je découvrirai plus tard remplie de bière, pas de sandwich. Je me tenais au bord de l'eau quand c'est arrivé. Papa m'a poussé brutalement dans le dos. J'ai trébuché et suis tombé dans une eau bien plus profonde que je ne le pensais. Quand j'ai refait surface en crachant, ils me regardaient tous les deux. Nage ou coule, petit ingrat, a dit mon père. Prouve que tu vaux quelque chose. Et maman m'a lancé ce sourire. Celui qui ne touchait jamais ses yeux. Je croyais à une mauvaise blague. Jusqu'à ce qu'il tourne les talons vers la voiture. Je les ai appelés, un peu en riant, mais surtout pris de panique. C'est là que maman s'est retournée et m'a pris en photo. Pour les souvenirs, a-t-elle dit. Puis le moteur a rugi, la radio s'est emballée, et ils sont partis. Je ne savais pas bien nager, et ce n'est toujours pas mon fort. La bouée me glissait des mains chaque fois que j'essayais de l'attraper. La première fois que j'ai coulé, j'ai avalé tellement d'eau que j'ai tout recraché en remontant. La deuxième fois, ma jambe s'est tétanisée, et j'ai à peine réussi à revenir à la surface. La troisième fois, je ne m'en souviens plus. Juste du noir et du froid. C'est Robin qui m'a retrouvé. Les lèvres bleues, à demi conscient, accroché à cette maudite bouée qui avait dérivé jusqu'à son coin de pêche, à presque 1 kilomètre de là. Il m'a confié plus tard qu'il m'avait cru mort au départ. Il m'a fait un massage cardiaque, m'a enveloppé dans des couvertures de survie qu'il gardait dans son camion, et n'arrêtait pas de me demander où étaient mes parents. Je suis orphelin, je lui ai dit. Je n'ai personne. Techniquement, c'était un mensonge, mais aussi la chose la plus honnête que j'ai jamais dite. Robin a appelé la police. J'ai paniqué. Je l'ai supplié de ne pas le faire, en lui disant que mes parents me tueraient si les autorités s'en mêlaient. Et là, son regard a changé. Il a compris. Il a dit à l'agent qu'il m'avait trouvé en train de nager seul, que j'avais eu des problèmes dans l'eau. Puis il m'a aidé à intégrer un foyer collectif, plutôt que de me renvoyer chez eux. Il a dit qu'il connaissait quelqu'un dans le système. Avec le recul,
je ne sais toujours pas comment il a réussi, mais je suis vivant grâce à lui. Les années suivantes ont été très dures. Foyer d'accueil, puis une bourse pour entrer dans un community college. 2 boulots en parallèle, juste pour me payer des nouilles instantanées et le bus. Personne pour co-signer de prêt, aucun filet de sécurité, pas de fête en famille. Pendant que mes camarades rentraient chez eux pour les vacances, je prenais des heures supplémentaires. J'ai raté pas mal de cours à cause du travail. J'étudiais pendant mes pauses et dans les transports. Et malgré tout, j'ai obtenu mon diplôme avec des notes honorables. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. J'ai ma propre entreprise de conseil en sécurité, un appartement correct, une vie que j'ai construite en partant littéralement de rien. Et maintenant, ils veulent me parler. Maintenant. Une fois le choc initial passé, j'ai vérifié mes réseaux sociaux. Bien sûr, demande d'ajout d'amis des deux, il y a 3 jours. Leurs profils sont en grande partie privés, mais leurs photos de profil racontent déjà une histoire. Ils ont très mal vieilli, comme si le karma était venu réclamer son dû. Papa a l'air d'en avoir 65, pas 56. Le faux sourire de maman n'a pas changé. J'ai passé des heures à faire défiler les rares publications accessibles. Des photos d'une maison, sûrement celle où ils vivent toujours. Papa posant à côté d'un vieux camion cabossé. Maman qui a partagé un mème la famille, c'est tout il y a 2 semaines. J'ai tellement ri que j'ai failli m'étouffer avec ma boisson énergétique. Vers midi, mon téléphone affichait 30 appels manqués. Mes mains tremblaient tellement que je les laissais tomber 2 fois. J'ai fait quelques recherches. L'avantage de bosser dans la sécurité, c'est que je sais comment trouver ce que je cherche. Apparemment, ils sont dans une mauvaise passe. Papa n'a pas travaillé depuis des années. Je suppose, vu ce que j'ai trouvé, qu'ils touchent une pension d'invalidité. Ils ont une hypothèque en cours sur leur maison, des factures médicales, le cauchemar américain classique. Et maintenant, soudainement, ils se souviennent qu'ils ont un fils. La rage que je ressens n'est pas brûlante. Elle est froide, limpide, calculée. Pendant 21 ans, j'ai imaginé ce que je leur dirais si je les revoyais un jour. J'ai écrit des scénarios mentaux, répété des confrontations. Mais maintenant que ça arrive, toutes ces fantaisies me paraissent enfantines. Ils m'ont abandonné pour mourir. Ils sont repartis en riant pendant que je me noyais. Et aujourd'hui, ils veulent quelque chose de moi. Écoutez, je ne suis plus ce gamin impuissant dans l'eau. Ils n'ont aucune idée de qui je suis devenu, ni de ce dont je suis capable. Une partie de moi voulait simplement bloquer leur numéro et disparaître, encore une fois. C'est probablement l'option la plus raisonnable. Mais il y a une autre partie. Celle qui se réveille encore en sursaut, haletant, au milieu de la nuit. Celle-là veut autre chose. Elle veut qu'ils comprennent exactement ce qu'ils ont fait. Qu'ils ressentent cette même impuissance, cette même trahison. Qu'ils s'accrochent désespérément à des miettes d'espoir pendant que je les regarde depuis la rive. Le 31e appel est arrivé à 19h13. Cette fois, j'ai décroché. La voix à l'autre bout du fil était plus vieille, plus tremblante que dans mon souvenir, mais c'était bien elle. L'eau sonne, oh mon Dieu, c'est maman. J'ai laissé le silence s'installer. 10 secondes. 20. Je l'entendais respirer. J'ai perçu ce petit souffle d'espoir dans sa voix. Je me souviens du lac, j'ai dit. Puis j'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone, ouvert mon ordinateur portable et commencé à planifier. Ils m'ont appris à couler. Maintenant, je vais leur apprendre à chanter. Tout d'abord, merci à tous pour le soutien que vous avez apporté à mon précédent message. Je ne m'attendais pas à recevoir des milliers de commentaires. Vos encouragements comptent plus que vous ne pouvez l'imaginer. Cela fait 2 semaines que j'ai décroché ce 31e appel. 2 semaines parmi les plus épuisantes émotionnellement de ma vie d'adulte. Mais aussi, d'une certaine manière tordue, étrangement satisfaisante. Voici ce qui s'est passé. Après avoir dit à ma mère que je me souvenais du lac, je les ai ghostés pendant 3 jours. J'ai laissé leur panique monter en pression. Mon téléphone clignotait sans arrêt entre appels et messages, mais je me suis contenté de regarder les notifications s'accumuler. Pendant ce temps, j'ai fait mes devoirs. Je suis bon pour trouver des infos, c'est littéralement mon métier. Il m'a fallu moins d'une journée pour dresser un tableau complet de leur situation. Leur adresse n'a pas changé. C'est toujours la même maison délabrée de mon enfance. Sutton, mon père, n'a pas travaillé depuis 7 ans à cause de problèmes de dos. Savannah, ma mère, bosse à temps partiel dans un magasin discount. Ils sont noyés sous les dettes médicales. 3 refinancements de leurs prêts immobiliers.
2 cartes de crédit totalement utilisées. Ils ont même lancé une campagne de financement participatif il y a 6 mois qui a rapporté exactement 87 $. Le comble, c'est qu'ils demandent des nouvelles de moi depuis plusieurs semaines, contactant d'anciens voisins, de lointains membres de la famille. Quelqu'un a dû leur dire que je m'en sortais bien financièrement. Et soudain, ils se rappellent qu'ils ont un fils. Le 4e jour, j'ai enfin répondu par message. Un simple « Qu'est-ce que vous voulez ?» Maman a répondu instantanément. Nous voulons juste renouer avec notre fils. Nous avons fait de terribles erreurs. S'il te plaît, donne-nous une chance. Bien sûr. 21 ans de silence et maintenant, un trop-plein d'amour parental? Tellement crédible. J'ai accepté un appel, juste pour entendre leur voix, pour confirmer ce que je savais déjà. Cet appel était particulier. Maman a pleuré tout du long. Papa est resté en arrière-plan, presque silencieux, marmonnant de temps en temps qu'ils me cherchaient depuis des années un mensonge et qu'ils avaient prié pour ce jour encore un mensonge. Ils n'étaient pas croyants quand je les connaissais. Moi, je parlais à peine. Je me suis contenté d'écouter leur petit numéro. Ils ont tourné autour du sujet du lac, l'évitant soigneusement, jusqu'à ce que je dise enfin, « Alors, on va parler du moment où vous m'avez laissé me noyer. » Quand j'avais 15 ans. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis sont venues les excuses. Ils traversaient une période difficile. Ils voulaient simplement me donner une leçon. Ils étaient revenus 30 minutes plus tard, mais j'étais déjà parti. Ils avaient cherché partout, soi-disant. Ils avaient même déclaré ma disparition, affirma-t-il. Un mensonge évident. J'ai vérifié, aucun signalement. Je les ai laissés parler, s'enfoncer dans leur récit. Puis j'ai posé la vraie question, celle qui valait 1 million. Pourquoi me contacter maintenant, précisément? Nouveau silence. Puis maman a parlé de l'importance de la famille quand on vieillit. Papa a toussé en arrière-plan. Aucun des deux n'a mentionné l'argent. C'est là que j'ai décidé exactement comment les choses allaient se passer. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, mais que j'étais ouvert à l'idée de renouer, doucement. Le soulagement dans leur voix était presque pitoyable. J'ai alors posé ma première condition. Je voulais qu'ils m'écrivent des lettres. Des lettres manuscrites à l'ancienne, m'expliquant exactement ce qui s'était passé ce jour-là au lac, de leur point de vue. Honnêteté totale, ou aucun lien possible. Ils ont accepté sans hésiter, trop rapidement. Les lettres sont arrivées 3 jours plus tard. Je les ai lues assis sur mon balcon, un café à la main. Celle de maman faisait 8 pages pleines de larmes, de regrets dramatiques et d'excuses. Celle de papa tenait en 2 paragraphes, dans lesquels il disait qu'il était désolé mais que j'avais été un enfant difficile. Aucun des deux ne mentionnait le fait d'avoir redémarré la voiture en riant pendant que je me noyais. Aucun ne parlait de la photo que maman avait prise pour les souvenirs. Rien ne sonnait vrai. Alors je suis passé à la phase 2. Je les ai appelés et leur ai dit que je voulais les voir, mais pas tout de suite. D'abord, je devais m'assurer qu'ils étaient vraiment sincères. Je leur ai demandé d'aller dans un centre commercial à 1 heure de chez eux, et d'attendre près de la fontaine. Je leur ai dit que je les y retrouverais à 14 heures. Je ne suis jamais venu. Ils ont attendu pendant 4 heures, m'envoyant des messages de plus en plus désespérés. Je les observais sur la carte, leur point de localisation figé au même endroit. 4 heures à espérer, un peu comme moi, ce jour-là, au bord du lac. Quand j'ai finalement rappelé, je me suis excusé abondamment. Un imprévu au travail. Est-ce qu'on pouvait réessayer demain? Autre centre commercial, encore plus loin. Ils ont accepté aussitôt. Le lendemain, je les ai laissés tomber à nouveau. À chaque fois avec une excuse différente. Après la 3e fois, papa a enfin montré un peu de cran. Il a envoyé un message, ce n'est pas juste, on fait un effort. J'ai répondu, c'était juste, quand vous m'avez laissé dans ce lac. Pas de réponse. Pour le 4e rendez-vous, j'ai changé de tactique. Je leur ai demandé d'apporter un objet précis, un album photo de mon enfance, s'ils l'avaient encore, et de me retrouver dans un restaurant chic. J'ai réservé une table à mon nom, leur ai dit de commander ce qu'ils voulaient, et que j'arriverais vers 19 heures. Je suis finalement arrivé à 20h30. Je les ai trouvés nerveux, picorant des plats froids qu'ils ne pouvaient pas se permettre. L'album photo trônait sur la table, entre eux. Le maquillage de maman était coulé, ses larmes toujours visibles. Papa avait pris 10 ans de plus en 1 semaine. Je me suis assis sans dire bonjour et j'ai ouvert l'album. Et là, en dernière page. La photo du lac. Moi, dans l'eau,
la peur gravée sur le visage. Dans le coin de l'image, on distinguait le reflet du sourire de maman dans le rétroviseur de la voiture. J'ai détaché la page, l'ai pliée et glissée dans ma poche. Puis j'ai demandé, pourquoi m'avoir vraiment recontacté, après toutes ces années? Encore des détours, encore des larmes de maman, et papa les yeux rivés sur son assiette. Finalement, maman a craqué. Ils allaient perdre la maison. Les factures médicales de papa s'accumulaient. Il n'avait plus personne vers qui se tourner. Ils avaient entendu dire que je réussissais bien. Est-ce que je pouvais les aider, dans leur moment de détresse? Voilà, c'était dit. Enfin. J'ai hoché la tête, signé l'addition et payé les $200 de repas avec ma carte. Puis je leur ai dit que j'allais y réfléchir. Mais que j'avais besoin de preuves concrètes de leur sincère repentir. Durant la semaine suivante, je les ai fait passer par des épreuves de plus en plus humiliantes. Je leur ai demandé de vendre le matériel de pêche préféré de papa, sa collection de cannes dont il avait parlé pendant le dîner. Ils l'ont fait, m'envoyant la photo du ticket du prêteur sur gage. Je leur ai fait publier sur les réseaux sociaux des excuses publiques à mon égard, sans entrer dans les détails. Assez vague pour que leurs amis se sentent mal à l'aise, mais suffisamment clair pour que tout le monde comprenne qu'il s'agissait de moi. Je leur ai demandé de faire 2 heures de route pour livrer un café à mon concierge, avec une note disant que c'était de leur part. Sachant très bien que je n'étais même pas chez moi ce jour-là. Je leur ai fait prendre une photo d'eux, tenant une pancarte disant « Nous avons abandonné notre fils ». Je leur ai dit que c'était juste pour moi, pour m'aider à digérer les choses. Je n'ai jamais eu l'intention de publier ces photos. Ce serait trop cruel, même pour moi. À chaque tâche, leur résistance diminuait. Leur désespoir grandissait au fil des jours, à mesure que leur situation empirait. Papa m'a envoyé un message à propos d'un dernier avertissement de la banque. Maman a appelé en pleurant, disant qu'ils allaient peut-être devoir vivre dans leur voiture. J'ai presque eu pitié. Presque. Puis est arrivé mercredi dernier. J'étais en train de préparer le dîner, dans un moment de doute rare sur tout ce plan de revanche, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas décrocher, pensant que c'était encore eux avec un nouveau numéro. Mais c'était Robin, le pêcheur qui m'avait sauvé la vie. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, même si on gardait vaguement contact sur les réseaux. Il est allé droit au but, tes parents sont venus me voir aujourd'hui. Ils m'ont retrouvé via un forum de pêche local. Ils voulaient savoir ce qu'il s'était passé ce jour-là. J'ai senti mon estomac se nouer. Robin a continué. Ils avaient l'air désespérés de comprendre. La femme, ta mère, pleurait quand je lui ai décrit la couleur bleue de tes lèvres. L'homme, ton père, n'a pas pu me regarder dans les yeux. Je lui ai demandé ce qu'il leur avait dit. Il m'a répondu qu'il leur avait dit la vérité. Que j'étais à quelques minutes de la mort quand il m'avait trouvé. Que je l'avais supplié de ne pas me renvoyer chez eux. Que m'avoir aidé à entrer dans le système au lieu de me ramener, c'était la seule chose dans sa vie dont il était certain d'avoir bien fait. Puis, Robin m'a posé une question qui m'a littéralement fait m'asseoir d'un coup, là, dans ma cuisine, qu'est-ce que tu es en train de faire, Lawson? Je vais venir avec toi. Allez où, ai-je demandé. Pour les affronter correctement, il a répondu. Il faut finir ça au lac. Évidemment. Ça ne pouvait être qu'au lac. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à mes parents. Je leur ai dit que j'avais décidé de les aider financièrement. Mais d'abord, je devais les voir, là où tout avait commencé. Au lac. Ils devaient apporter une preuve qu'ils avaient mis leur maison en vente. Car je n'allais les aider que s'ils étaient vraiment prêts à reconstruire quelque chose. Je leur ai demandé de m'y retrouver samedi, à midi. Robin a accepté d'être présent aussi. Pas pour intervenir. Juste comme témoin. Pour s'assurer que je ne me perde pas en cours de route. Nous sommes vendredi soir pendant que j'écris ceci. Demain, ce sera le lac. Demain, ils comprendront que tout cela n'a jamais concerné l'argent. Ce n'était pas pour les aider. Demain, ils sauront exactement ce que ça fait d'être abandonné par la seule personne sur laquelle on comptait pour survivre. J'ai tout préparé. Leurs informations financières sont ouvertes sur mon ordinateur. La photo du lac est posée à côté de mes clés. Une partie de moi se demande si je ne suis pas allé trop loin. Si toute cette revanche ne parle pas plus de ce que je suis devenu que de ce qu'ils m'ont fait. Mais alors, je me souviens de l'eau dans mes poumons, du goût du lac, de ma vision qui s'éteint. Ils m'ont appris à couler. Demain, ils apprendront ce que ça fait. Je fixe mon écran depuis 20 minutes, incapable de trouver comment commencer cette dernière mise à jour. Mes mains tremblent encore un peu.
Plus de colère. Mais de quelque chose que je n'arrive pas à nommer. Le lac paraît différent au début du printemps. C'est la première pensée que j'ai eue en arrivant hier matin. Il semblait plus petit, moins menaçant. L'eau était calme, reflétant des nuages par endroits. Pendant un instant, il était difficile d'associer cette scène paisible à l'endroit qui a hanté mes cauchemars pendant 21 ans. Je suis arrivé 1 heure en avance. J'ai garé ma voiture là où on ne pouvait pas la voir depuis le parking principal. J'avais besoin de temps pour me recentrer, me rappeler pourquoi j'étais là. Robin m'a envoyé un message, il avait 15 minutes de retard. Sa petite fille avait renversé du jus sur lui juste avant qu'il parte. Ce détail banal m'a presque fait sourire. Malgré tout, la vie continue. Même les jours qui semblent bouleverser le monde. À 11h45, ils sont arrivés. Le même vieux camion cabossé que sur la photo de profil de papa. Je les ai observés aux jumelles pendant qu'ils descendaient du véhicule, nerveux. Maman portait manifestement sa tenue de grande occasion, le genre qu'on garde pour un entretien d'embauche ou un passage au tribunal. Papa boitait visiblement, s'appuyant sur une canne que je ne lui connaissais pas. De là où j'étais, il paraissait petit, vieilli, comme diminué. J'ai envoyé ma position exacte à Robin et j'ai attendu. Il allait les rejoindre d'abord, jouant le rôle d'un simple pêcheur inconnu, avant que je n'apparaisse. Je voulais voir leur réaction en le reconnaissant. Cet homme qui connaissait la vérité. À travers mes jumelles, j'ai vu le moment où ça a fait tilt. Robin s'est présenté. La main de maman est allée directement à sa bouche. Papa a reculé d'un pas. Même à distance, leur choc était évident. J'ai attendu 10 minutes supplémentaires avant d'y aller. 10 longues minutes qui m'ont semblé une éternité. Mon cœur battait à mes oreilles comme des vagues. Régulier. Insistant. Quand je me suis approché, maman pleurait à chaudes larmes. Papa fixait le sol, ses phalanges blanchies autour de sa canne. Aucun de nous n'a parlé au début. Le seul son était celui de l'eau contre les rochers et les sanglots étouffés de maman. Robin s'était mis un peu à l'écart, calme, solide comme toujours. Finalement, j'ai rompu le silence. Alors, vous avez apporté les papiers de la maison. Maman a fouillé dans son sac, ses mains tremblaient tellement qu'elle a fait tomber ses clés. Elle a sorti un dossier avec un contrat de mise en vente. Ils l'avaient vraiment fait. Ils avaient mis leur maison en vente. Parce que je leur avais dit de le faire. La sensation de pouvoir que j'ai ressentie à ce moment-là m'a mis mal à l'aise. C'est ce que je voulais, non? Les voir prêts à tout, désespérés. Alors pourquoi est-ce que ça sonnait creux? J'ai pris le dossier sans l'ouvrir. Puis j'ai pointé du doigt l'endroit exact où ils m'avaient abandonné, toutes ces années plus tôt. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé là, hein? Papa a parlé pour la première fois, la voix brisée. On a fait une erreur. On a été stupide et cruel. On a commis une erreur terrible. J'ai ri. Sans joie. Oublier un anniversaire, c'est une erreur. Prendre la mauvaise sortie sur l'autoroute, c'est une erreur. Ce que vous avez fait, ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Maman a tenté de s'approcher, les bras ouverts. J'ai reculé. Ne me touchez pas. Je ne suis pas venu pour une réunion pleine de larmes. J'avais préparé tout un discours. J'étais censé leur dire exactement ce qu'ils m'avaient fait. Leur parler de toutes ces nuits où je ne pouvais pas dormir la tête sous la douche. De la façon dont je sursautais dès que quelqu'un élevait la voix. De la difficulté à faire confiance à qui que ce soit. De cette vie entière que j'avais bâtie dans le seul but de ne jamais dépendre de personne. Parce que ceux qui étaient censés me protéger m'avaient jeté comme un déchet. Mais en les regardant là, ces deux êtres brisés, fatigués, ce discours m'a semblé inutile. Ils savaient ce qu'ils avaient fait. La question, c'était pourquoi. Alors je leur ai demandé. Pas sur le ton de l'accusation. Pas de manière rhétorique. Je voulais vraiment comprendre. Comment un parent pouvait faire ça à son propre enfant? Ce qu'ils ont raconté ensuite était à la fois laid, triste et désespérément humain. Papa avait perdu son travail cette semaine-là. Ils avaient reçu un avis d'expulsion le matin même. Ils buvaient tous les deux, beaucoup. Ils se disputaient sans arrêt. Maman avait trouvé du matériel pour se droguer dans le camion de papa. Et papa avait découvert que maman comptait le quitter. J'étais devenu le défouloir parfait. L'ado insolent, celui qui râlait sans cesse, qui trouvait tout injuste. Papa, dans ce qu'il a appelé un moment de folie passagère, avait proposé de me donner une leçon. Maman, ivre et amère, avait accepté. Il n'avait jamais eu l'intention de me laisser là plus que quelques minutes.
Mais ils ont commencé à se disputer dans la voiture, se sont arrêtés dans un bar au bout de la route, ont continué à boire et ont perdu la notion du temps. Quand ils se sont enfin souvenus de moi et sont revenus, j'avais disparu. Ils m'ont cherché, à moitié seulement. La honte, la peur des conséquences juridiques, ils n'ont pas osé aller voir la police. Le temps qu'ils dégrisent et réalisent l'horreur de ce qu'ils avaient fait, j'avais disparu dans le système. Chaque mot qu'ils prononçaient me faisait ressentir une chose étrange. Je me sentais à la fois validé et floué. Ce n'était pas la cruauté froide et calculée que j'avais imaginée pendant toutes ces années. C'était peut-être pire. De la négligence, une indifférence brutale, causée par deux personnes trop absorbées par leurs propres problèmes pour voir qu'elles détruisaient une vie. Robin, silencieux jusqu'à présent, a enfin parlé. Il a raconté comment il m'avait trouvé ce jour-là, à deux doigts de me noyer. Comment je l'avais supplié de ne pas me renvoyer chez eux. La peur dans mes yeux. Maman s'est effondrée sur le gravier, sanglotant de façon incontrôlable. Papa avait l'air prêt à vomir. Robin a continué, toujours calme. Il leur a dit qu'il avait gardé un œil sur moi au fil des ans. À quel point il était fier de ce que j'étais devenu malgré ce qu'il m'avait fait. À quel point il s'était inquiété de me voir reprendre contact avec eux. Puis il a posé la question que je n'avais pas osé poser, est-ce que vous êtes des gens différents aujourd'hui? Le silence qui a suivi était lourd. Lourd de 21 ans de choix et de conséquences. Papa a parlé le premier. J'ai arrêté de boire il y a 16 ans. Pas une goutte depuis. Trop tard pour que tu le vois, mais c'est la vérité. Maman a essuyé ses yeux. Nous sommes en thérapie depuis 10 ans. Chacun de notre côté et ensemble. On sait qu'on ne mérite pas le pardon. J'ai regardé le dossier dans mes mains. Cette maison qu'ils étaient prêts à vendre pour avoir une chance de revenir dans ma vie. Et j'ai compris quelque chose d'important. Mon plan de vengeance n'avait jamais vraiment eu pour but de les faire souffrir. Il avait pour but de les forcer à regarder la vérité en face. À admettre ce qu'ils avaient fait. Sans détour, sans minimiser. Et à cet instant précis, ils le faisaient. Ils se tenaient là, sur le lieu même où ils m'avaient abandonné. J'ai tendu le dossier à maman. Vous n'avez pas besoin de vendre votre maison. Le soulagement sur leur visage était presque douloureux à voir. Mais j'ai enchaîné, qu'on soit bien clair. Je ne vous pardonne pas. Je ne sais pas si je le pourrai un jour. Ce que je fais, c'est mettre fin à ce cycle de douleur. J'ai sorti mon téléphone et ouvert un document que j'avais préparé. C'était un accord simple. Je les aiderai à éviter la saisie bancaire, par un paiement unique versé directement à la banque. En échange, ils devraient poursuivre la thérapie et respecter mes limites en matière de contact. Pas de retrouvailles théâtrales. Pas de tentative de faire comme si rien ne s'était passé. Juste un arrangement clair et net pour que chacun puisse avancer. Ils ont signé sans hésitation. Alors qu'on s'apprêtait à partir, maman m'a demandé si elle pouvait dire une dernière chose. J'ai hoché la tête. Elle m'a dit qu'elle avait gardé ma chambre exactement comme elle était le jour de mon départ. Pendant 21 ans. Elle la dépoussiérait chaque semaine. Changeait les draps chaque mois. Comme si je pouvais revenir à tout moment. C'était sa pénitence, a-t-elle dit. Son rappel constant. Ce détail m'a frappé plus que tout le reste. L'image d'elle entretenant un sanctuaire de son plus grand échec pendant que moi, je construisais une vie en essayant d'oublier leur existence. On ne s'est pas pris dans les bras. On n'a pas parlé de se revoir. Je leur ai simplement dit que mon avocat les contacterait pour organiser le paiement. Puis je suis parti. Robin marchait à mes côtés. De retour à la voiture, Robin m'a demandé si j'allais bien. Je ne savais pas quoi répondre. Est-ce que j'allais bien? Non. Mais je me sentais, plus léger, peut-être. Comme si je venais enfin de déposer un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il n'était pas une partie de moi. Je lui ai demandé pourquoi il avait gardé le contact toutes ces années. Pourquoi il s'était autant investi dans un gamin qu'il avait repêché dans un lac. Sa réponse a été simple, parfois, la vie te place exactement là où tu dois être. Ce jour-là, il était censé pêcher à son endroit habituel. Mais il avait ressenti l'envie d'essayer un autre coin. Il avait écouté cette intuition, et il m'avait sauvé la vie. On est resté là, en silence, un moment. Un silence confortable. Puis il m'a demandé si j'avais faim. Rien de spécial, juste le petit restaurant au bord de la route, celui avec les bons sandwichs au poisson. Pas de grande discussion sur le passé ou le futur. Juste deux personnes partageant un repas. J'ai dit oui. C'était hier. Aujourd'hui,
Je me suis réveillé et j'ai réalisé que j'avais dormi toute la nuit. Pour la première fois depuis des semaines. Pas de cauchemar où je me noyais. Pas de réveil en sursaut, haletant, à la recherche d'air. Ce n'est pas une fin bien propre comme dans un film hollywoodien. Mais après tout ce que j'ai vécu, la leçon que j'en ai tirée, c'est que, peut-être que pardonner n'est pas oublier, ni trouver des excuses. Peut-être s'agit-il simplement de choisir de ne plus laisser la douleur vous définir. Je ne sais pas ce que demain nous réserve, ni si je les reverrai un jour. Et pour la première fois, j'ai eu le sentiment que ce chapitre pouvait enfin être clos. Ni en silence, ni par vengeance. Mais la vérité est. Et en paix, même si imparfaite. Parce qu'après tout ce temps, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'eux pour me sauver. J'ai appris à me sauver.